Les hommes offensent plus facilement celui qu'ils aiment que celui qu'ils craignent. Machiavel. Le mépris est rarement ce que l'on croit. Il ne naît pas d'une position forte, mais d'un déséquilibre intérieur. Contrairement à l'insulte directe ou à l'agression ouverte, le mépris se glisse dans les silences, dans les regards, dans les demi-sourires. Il n'attaque pas frontalement, il teste, il observe, il cherche une réaction. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est si déstabilisant. Le mépris n'est pas une démonstration de puissance, c'est une tentative maladroite de domination. Lorsqu'une personne te méprise, elle n'essaie pas de te détruire, elle essaie de vérifier quelque chose. Elle veut savoir si elle peut te faire réagir, si elle peut t'atteindre, si elle peut provoquer un déséquilibre. Le mépris est un signal envoyé vers l'extérieur pour provoquer un mouvement en retour. Et tant qu'il n'obtient pas ce mouvement, il reste incomplet. Machiavel avait compris que toute provocation est une demande déguisée, une demande de reconnaissance, une demande de confirmation. La majorité des gens interprètent le mépris comme une attaque personnelle. Ils le vivent comme une injustice, une humiliation, une négation de leur valeur. Cette lecture est naturelle, mais elle est dangereuse, car elle place immédiatement la personne méprisée dans une position réactive. Elle cherche à corriger, à expliquer, à rétablir l'équilibre. Et ce faisant, elle accepte le cadre de l'autre. Elle reconnaît implicitement que l'autre a le droit de juger. C'est ici que le rapport de force bascule. Le mépris fonctionne comme un déclencheur émotionnel. Il vise à activer l'ego. L'ego, lorsqu'il est touché, veut se défendre. Il veut prouver. Il veut restaurer l'image. Mais l'ego est un mauvais stratège. Il agit vite, il parle trop, il se justifie. Et chaque justification nourrit le mécanisme initial. Plus tu cherches à te défendre face au mépris, plus tu confirmes qu'il a eu un effet. Machiavel observait déjà que celui qui répond à l'offense lui donne une existence. Il est important de comprendre que le mépris ne vient jamais d'une position stable. Une personne réellement sûre de sa place n'a aucun intérêt à rabaisser. Elle n'a rien à prouver. Le mépris naît presque toujours d'un doute intérieur, d'une fragilité masquée par l'arrogance, d'un besoin de se sentir au-dessus. Ce besoin est révélateur. Il indique que la hiérarchie n'est pas claire dans l'esprit de celui qui méprise. Et lorsqu'une hiérarchie n'est pas claire, elle est négociable. La psychologie sociale montre que le mépris est souvent utilisé comme un raccourci. Plutôt que de confronter directement, plutôt que d'assumer un désaccord ou une rivalité, certains préfèrent diminuer symboliquement l'autre. C'est plus rapide, moins risqué, mais aussi moins solide. Car le mépris dépend entièrement de la réaction qu'il provoque. Sans réaction, il se dissout, il perd son sens, il retombe sur celui qui l'a émis. Machiavel aurait dit que le mépris est une arme faible, non parce qu'elle ne fait pas mal, mais parce qu'elle ne fonctionne que si l'autre y participe. Elle exige une coopération involontaire, une défense, une justification, une émotion visible. Sans cela, elle reste suspendue. Et une arme suspendue est inutile. C'est pour cette raison que les personnes expérimentées dans les jeux de pouvoir ne répondent jamais immédiatement au mépris. Elles savent que le temps travaille pour elles. Il existe une illusion dangereuse, celle de croire que le respect se récupère par la confrontation, que répondre avec force restaure l'équilibre,
En réalité, la confrontation directe face au mépris place les deux individus sur le même plan émotionnel. Elle crée une symétrie. Or, le mépris cherche précisément cette symétrie. Il veut entraîner l'autre dans le même niveau de tension. Le silence, à l'inverse, brise cette symétrie. Il crée une dissociation. Celui qui méprise reste seul avec son geste. Le mépris révèle toujours plus sur celui qui l'exerce que sur celui qui le reçoit. Mais cette révélation n'est visible que si elle n'est pas masquée par une réaction immédiate. Dès que tu réponds, l'attention se déplace. Elle quitte la fragilité de l'autre pour se concentrer sur ta défense. Tu deviens l'objet du regard, et l'autre disparaît derrière ton effort. C'est là que l'ego se piège lui-même. En voulant se protéger, il se met en avant. Comprendre cela change radicalement la lecture des situations de mépris. Ce n'est plus une question de valeur personnelle, ce n'est plus une question de justice, c'est une question de mécanisme, et tout mécanisme peut être observé. Le mépris n'est pas un verdict, c'est un mouvement qui cherche un contre-mouvement, et tant qu'il ne l'obtient pas, il reste instable. À ce stade, une première vérité s'impose. Le mépris ne se combat pas, il se laisse s'exposer. Plus tu le laisses se manifester sans intervenir, plus il révèle son origine. Une origine rarement noble, souvent confuse, parfois désespérée. Machiavel savait que le temps est l'allié de celui qui ne se précipite pas. Et le mépris, lorsqu'il n'est pas nourri, s'épuise de lui-même. Mais cette compréhension pose une question plus profonde. Si répondre au mépris est une erreur, pourquoi est-ce si difficile de ne pas le faire ? Pourquoi l'envie de se défendre surgit-elle presque instantanément ? La réponse ne se trouve pas dans la morale ou la volonté, mais dans les réflexes de l'ego. Et c'est précisément ce que nous allons examiner dans la partie suivante. Dans la suite, nous verrons pourquoi l'erreur la plus fréquente face au mépris est aussi la plus instinctive. Pourquoi se défendre semble logique, mais détruit silencieusement toute autorité. Et comment, selon Machiavel, celui qui refuse de jouer le jeu impose un cadre que l'autre ne contrôle plus. Face au mépris, la réaction la plus immédiate est presque toujours la même. Se défendre, expliquer, corriger, restaurer l'image que l'on sent menacée. Cette réaction est si rapide qu'elle semble évidente, presque nécessaire, comme un réflexe de survie. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle est si dangereuse. Car ce qui est instinctif n'est pas toujours stratégique. Machiavel l'avait compris. Dans les jeux de pouvoir, ce qui semble naturel conduit souvent à la perte de position. Se défendre dans ce contexte n'est pas un acte neutre. C'est une reconnaissance implicite. Reconnaissance que l'autre a le droit de te juger. Reconnaissance que son regard compte suffisamment pour mériter une réponse. Même si ta défense est brillante, même si elle est juste, elle confirme une chose essentielle. Tu es entré dans son cadre. Tu as accepté ses règles du jeu. Et celui qui définit le cadre détient déjà une forme d'avantage. La psychologie de l'ego explique ce mécanisme avec une grande précision. L'ego est une structure de protection de l'image de soi. Lorsqu'il se sent menacé, il cherche à réparer, à colmater, à rétablir une cohérence extérieure. Mais cette réparation se fait toujours sous pression, et toute action effectuée sous pression trahit une dépendance. Elle montre que l'équilibre intérieur dépend du regard de l'autre. Or, le pouvoir ne s'accorde jamais à ce qui dépend. Beaucoup confondent défense et affirmation. Ils pensent qu'en répondant, ils montrent de la force. En réalité, ils montrent surtout une sensibilité, une zone touchable. Le mépris agit comme un doigt posé sur une faille.
la défense est la confirmation que cette faille existe. Machiavel observait que celui qui se justifie trop tôt dévoile précisément ce qu'il cherche à cacher, non par manque d'intelligence, mais par précipitation émotionnelle. Il y a une autre illusion dangereuse, croire que la vérité suffit, que si l'on explique clairement, si l'on expose les faits, l'autre reconnaîtra son erreur. Mais le mépris n'est pas une erreur de raisonnement. C'est un geste relationnel. Il ne cherche pas la vérité, il cherche une réaction. Et répondre par des arguments à un geste émotionnel, c'est parler une langue que l'autre n'écoute pas. Pire encore, c'est lui offrir une scène où il peut continuer à tester, à provoquer, à ajuster. Dans de nombreuses situations, la défense transforme un mépris isolé en dynamique durable. Ce qui aurait pu s'éteindre rapidement devient un échange, puis une habitude, puis un rapport figé. Plus tu réponds, plus tu donnes de matière. Plus tu donnes de matière, plus l'autre affine sa manière de te toucher. Le mépris devient alors un outil régulier, non parce qu'il est efficace en soi, mais parce qu'il est nourri. Machiavel aurait dit que répondre à une provocation, c'est lui donner une existence politique. Tant qu'elle reste sans réponse, elle est privée de reconnaissance. Elle flotte. Elle dérange peut-être, mais elle ne s'installe pas. La défense, en revanche, l'ancre. Elle lui donne un poids. Elle la légitime. Même une réponse calme, si elle est motivée par le besoin de se justifier, peut produire cet effet. Ce n'est pas le ton qui compte, mais l'intention. Il faut ici faire une distinction essentielle. Ne pas se défendre ne signifie pas accepter. Cela signifie refuser le terrain proposé, refuser de transformer une provocation en dialogue, refuser de participer à un jeu où l'autre a déjà choisi les règles. Ce refus n'a pas besoin d'être déclaré. Il est perceptible dans l'absence de réaction immédiate, dans la retenue, dans le décalage. Et ce décalage crée un trouble bien plus déstabilisant que n'importe quelle réplique. La plupart des gens craignent que le silence ou l'absence de défense soit interprété comme une faiblesse. En réalité, le cerveau social lit autre chose. Il se demande « Pourquoi cette personne ne réagit-elle pas ? Est-ce de l'indifférence ? De la supériorité ? Une stratégie ?» Cette incertitude force une réévaluation, et toute réévaluation ouvre une brèche dans la posture de celui qui méprise. Il n'est plus sûr de son effet, il n'est plus sûr de sa position, et ce doute est corrosif pour l'ego. Se défendre donne une satisfaction immédiate. On a l'impression d'avoir repris la parole, d'avoir rétabli l'ordre. Mais cette satisfaction est trompeuse, elle est courte et elle est payée cher. À long terme, elle installe une dynamique où l'autre sait qu'il peut te faire parler, qu'il peut te pousser à réagir, qu'il a un levier. Le silence, lui, ne donne pas cette satisfaction immédiate. Il demande une tolérance à l'inconfort, mais il conserve l'essentiel, la position. Machiavel comprenait que la véritable force réside souvent dans ce que l'on ne fait pas, ne pas répondre, ne pas expliquer, ne pas se justifier. Ces absences sont des choix, et ces choix sont lisibles. Ils signalent une chose simple. Tu n'es pas gouverné par l'instant. Tu peux attendre, tu peux observer, tu peux laisser l'autre se dévoiler davantage. Et plus l'autre se dévoile, plus son mépris perd de sa crédibilité. Il y a enfin un point que peu de gens acceptent facilement. Se défendre face au mépris, c'est souvent chercher à sauver une image que l'autre n'a jamais vraiment contrôlée. On veut corriger une perception qui ne nous appartient pas. On se bat pour un terrain qui n'est pas le nôtre.
Refuser ce combat, ce n'est pas perdre, c'est récupérer son espace intérieur. Et cet espace est la base de toute autorité réelle. À ce stade, une nouvelle question s'impose naturellement. Si se défendre est une erreur, que se passe-t-il lorsque l'on ne le fait pas ? Qu'est-ce qui concrètement déstabilise réellement l'ego de celui qui méprise ? Non pas par attaque directe, mais par déplacement subtil. C'est ce que nous allons explorer dans la partie suivante. Là où le mépris cesse d'être un problème et commence à se retourner contre celui qui l'exerce. Lorsque tu ne te défends pas, quelque chose d'inattendu se produit. Le mépris, privé de sa cible habituelle, commence à se retourner vers sa source. L'ego de celui qui méprise se retrouve face à un vide. Il n'obtient ni opposition, ni justification, ni confirmation. Et ce vide est profondément inconfortable. Non parce qu'il est violent, mais parce qu'il oblige à se confronter à soi-même. Machiavel savait que l'ego supporte mal l'absence de réponse. Il préfère le conflit à l'indifférence, car le conflit lui donne une existence. Ce qui déstabilise réellement l'ego n'est donc pas l'attaque directe, mais l'absence de réaction attendue. Lorsqu'une personne méprise, elle anticipe un scénario précis, une défense, une colère, une tentative de rétablissement. Si ce scénario ne se produit pas, elle perd ses repères. Elle ne sait plus comment se positionner. Et dans cette hésitation, elle commence à se révéler. Elle parle davantage, elle insiste, elle exagère, elle se trahit. Le premier mécanisme est celui de la rupture d'attente. Toute interaction sociale repose sur des attentes implicites. Le mépris est conçu pour provoquer une réaction précise. Lorsqu'elle n'arrive pas, l'autre doit improviser. Et l'improvisation est rarement élégante. Elle expose les failles, les incohérences, les motivations cachées. Le silence ou la retenue ne sont pas perçus comme un manque, mais comme une anomalie. Et cette anomalie attire l'attention. Elle déplace le regard. Ce n'est plus toi qui es observé, mais celui qui agit. Machiavel comprenait que le pouvoir appartient souvent à celui qui refuse de jouer son rôle attendu. Celui qui sort du scénario impose une nouvelle lecture de la situation, sans jamais expliquer, sans jamais annoncer son intention. Le simple fait de ne pas réagir comme prévu suffit à modifier le rapport de force. L'ego, confronté à cette rupture, cherche à reprendre le contrôle, mais il n'a plus de prise directe. Le deuxième mécanisme est le déplacement du cadre. Tant que tu te défends, le cadre reste celui de la provocation. Une personne attaque, l'autre répond. Le jeu est clair. Mais lorsque tu refuses de répondre, le cadre se déplace. La question implicite devient « Pourquoi cette personne ne réagit-elle pas ?» Ce déplacement est subtil, mais décisif. Il oblige l'autre à se justifier, parfois inconsciemment. Il doit expliquer son mépris, le rationaliser. Et en le rationalisant, il en révèle la fragilité. Ce déplacement du cadre agit lentement. Il ne produit pas d'effet spectaculaire immédiat, mais il agit en profondeur. Plus tu maintiens cette posture, plus l'autre se retrouve isolé dans son attitude. Les observateurs, s'il y en a, commencent à percevoir le décalage. Le mépris apparaît alors non plus comme une position dominante, mais comme un excès, une tension inutile. Et cette perception affaiblit l'ego plus sûrement que n'importe quelle confrontation. Le troisième mécanisme est la lenteur volontaire. L'ego aime la rapidité. Il aime les réponses immédiates, les échanges vifs. La lenteur le frustre. Elle l'oblige à attendre, à douter, à anticiper. Lorsque tu ralentis volontairement le rythme, tu imposes un tempo qui n'est pas le sien. Et celui qui impose le tempo contrôle l'échange. Machiavel savait que le temps est une arme silencieuse. Celui qui peut attendre force l'autre à se dévoiler.
La lenteur n'est pas de l'indifférence, elle est une forme de maîtrise. Elle montre que tu n'es pas pressé d'obtenir une validation, que l'issue immédiate ne t'obsède pas. Cette absence d'urgence est interprétée comme une position haute, non parce qu'elle est affichée, mais parce qu'elle est ressentie. Le corps, la voix, le regard traduisent cette stabilité. Et l'ego, face à cette stabilité, se sent menacé. Ces trois mécanismes fonctionnent ensemble. La rupture d'attente crée le trouble, le déplacement du cadre modifie la lecture de la situation, la lenteur installe une pression invisible. Il n'y a rien à faire, rien à dire, rien à démontrer. C'est précisément cette absence d'action qui rend le processus si déroutant pour celui qui méprise. Il n'a plus d'adversaire clair, il n'a plus de prise émotionnelle, il est seul avec son geste. Machiavel aurait observé que l'ego, privé de réaction, finit toujours par s'exposer davantage. Il cherche à compenser, à reprendre le dessus. Mais chaque tentative ajoute une couche. Chaque mot supplémentaire alourdit son attitude. Et plus il parle, plus il perd la légèreté nécessaire pour paraître supérieur. Le mépris devient alors visible, trop visible. Et ce qui est trop visible perd son pouvoir. Il est important de noter que ces mécanismes ne nécessitent aucune intention agressive. Ils ne demandent pas de calcul complexe. Ils reposent sur une simple décision intérieure, ne pas se laisser entraîner. Cette décision modifie immédiatement la posture. Elle calme le corps. Elle ralentit la respiration. Elle rend le regard plus stable. Et ces signaux sont perçus, toujours, même lorsque personne n'en parle. À ce stade, quelque chose change profondément. Le mépris cesse d'être un danger. Il devient une information, une indication sur l'état intérieur de l'autre. Et cette information, lorsqu'elle est observée sans réaction, perd son caractère offensant. Elle devient presque neutre. C'est dans cette neutralité que l'ego adverse commence à vaciller. Non parce qu'il est attaqué, mais parce qu'il n'est plus nourri. Dans la partie suivante, nous verrons ce qui se passe lorsque cette posture devient durable, lorsque tu n'as plus besoin de réagir, même intérieurement, lorsque le mépris glisse sans s'accrocher. Et pourquoi à ce stade l'ego de l'autre ne peut plus t'atteindre, non par force, mais par absence de surface. Lorsque tu maintiens cette posture dans le temps, quelque chose de fondamental se produit. Le mépris cesse progressivement d'être un événement, il devient un comportement isolé, presque déplacé. Et ce déplacement est essentiel. Car le pouvoir réel ne consiste pas à gagner des confrontations, mais à rendre certaines confrontations inutiles. Machiavel l'avait compris. Celui qui ne répond plus aux provocations retire à l'autre la possibilité même de le tester. À ce stade, tu ne fais plus d'efforts conscients pour ne pas réagir. La retenue devient naturelle. Le corps ne se crispe plus. L'esprit ne cherche plus de justification. Le mépris glisse, non parce que tu l'ignores volontairement, mais parce qu'il ne trouve plus de point d'accroche intérieur. Et cette absence d'accroche est immédiatement perceptible. L'autre le sent, même s'il ne peut pas l'expliquer. Ce qui se révèle alors, c'est l'intention réelle derrière le mépris. Sans opposition, sans justification, sans colère en face, le geste apparaît nu. Il n'est plus masqué par un échange. Il n'est plus dilué dans un dialogue. Il est exposé. Et cette exposition est inconfortable pour celui qui l'exerce. Il commence à ressentir un décalage. Son comportement ne produit plus l'effet attendu. Il n'obtient ni domination,
ni réaction, ni reconnaissance. Il parle dans le vide. La psychologie sociale montre que lorsqu'un comportement ne reçoit pas de feedback, il tend soit à s'intensifier brièvement, soit à disparaître. Dans le cas du mépris, cette intensification est souvent maladroite. L'autre insiste, il exagère, il devient plus visible. Et plus il devient visible, plus il perd la façade de supériorité qu'il cherchait à maintenir. Ce qui devait être subtil devient lourd. Ce qui devait être implicite devient évident. Machiavel aurait observé ce moment avec une grande lucidité. Il savait que les hommes se trahissent lorsqu'ils ne sont plus contenus par la réaction de l'autre. Le mépris sans résistance devient une confession involontaire. Il révèle une insécurité, une frustration, parfois une jalousie. Et cette révélation change la perception de tous ceux qui observent, même silencieusement. Le rapport de force se modifie sans que personne n'ait besoin de l'annoncer. Il est important de comprendre que ce processus ne cherche pas à humilier l'autre. Il ne cherche pas à le faire tomber. Il le laisse simplement être vu tel qu'il est dans ce moment précis. Et cette visibilité est souvent suffisante. Le pouvoir n'a pas besoin de frapper pour s'imposer. Il a seulement besoin de laisser apparaître les déséquilibres. Machiavel savait que l'excès est toujours un aveu. À mesure que tu adoptes cette posture, ta propre perception change. Tu ne te définis plus en opposition. Tu ne cherches plus à corriger l'image que l'autre projette sur toi. Tu comprends que cette image ne t'appartient pas. Elle parle de lui, de son état intérieur, de sa position instable. Cette compréhension crée une distance intérieure, et cette distance est libératrice. Elle te rend moins manipulable, moins réactif, plus solide. Les interactions deviennent alors plus lentes, plus claires. Les provocations perdent leur efficacité. Elles tombent à plat. Non parce que tu les ignores activement, mais parce qu'elles ne déclenchent plus rien. Le mépris n'est plus un levier. Il devient un bruit de fond. Et le bruit de fond finit toujours par être ignoré, même par celui qui le produit. Machiavel écrivait que la véritable autorité se manifeste lorsque les autres ajustent leur comportement sans qu'on le leur demande. C'est exactement ce qui se produit ici. Face à une absence de réaction, certains reculent, d'autres modifient leur ton, d'autres encore cessent simplement. Non parce qu'ils ont été vaincus, mais parce qu'ils ne trouvent plus d'intérêt à continuer. Le jeu a perdu son attrait. Il y a une dimension souvent négligée dans ce processus, l'observation silencieuse des tiers. Dans de nombreuses situations, le mépris ne se joue pas à deux, il se joue devant d'autres, des collègues, des proches, des témoins implicites. Lorsque tu ne réagis pas, lorsque tu ne te défends pas, lorsque tu laisses l'autre s'exposer, ces tiers perçoivent quelque chose. Ils voient le contraste, la retenue d'un côté, l'agitation de l'autre. Et ce contraste suffit à redistribuer les perceptions. Le mépris perd alors sa fonction initiale. Il ne crée plus de hiérarchie favorable à celui qui l'exerce. Il crée au contraire un malaise qui ne vient pas de toi mais de lui. Et ce malaise est contagieux. Il pousse à l'ajustement, à la retenue, parfois même à l'évitement, sans que tu n'aies jamais eu besoin de t'imposer. À ce stade, il devient clair que tu n'as rien brisé. Tu n'as attaqué aucun ego. Tu n'as humilié personne. Tu as simplement cessé de participer à un mécanisme. Et ce retrait suffit à désactiver le jeu. Le mépris n'est puissant que lorsqu'il est nourri. Privé d'alimentation, il s'effondre de lui-même. Mais cette posture pose une dernière question, plus intime. Que se passe-t-il en toi lorsque tu n'as plus besoin de réagir ?
Comment cette retenue modifie-t-elle ta manière d'exister dans les relations? Et pourquoi à ce stade, le silence cesse d'être une stratégie pour devenir une conséquence naturelle de ta position intérieure? C'est ce que nous allons voir dans la dernière partie. À ce stade, quelque chose de fondamental s'est déjà produit. Le mépris ne déclenche plus en toi la même réponse intérieure. Il ne touche plus directement l'ego, non parce que tu t'es endurci, mais parce que tu as cessé de t'identifier à l'image que l'autre projette. Cette désidentification est discrète, presque imperceptible, mais elle transforme radicalement la manière dont tu entres en relation. Tu n'es plus en train de défendre une position, tu es simplement présent. Lorsque tu n'as plus besoin de réagir, le silence apparaît naturellement. Non comme une décision calculée, mais comme une conséquence logique. Tu n'as rien à ajouter, rien à corriger, rien à sauver. Et cette absence de mouvement intérieur est immédiatement lisible. Le corps est plus calme, le regard plus stable, la respiration plus lente. Le cerveau humain perçoit ces signaux avant même de les analyser. Il y lie une forme de souveraineté. Machiavel aurait reconnu ici l'une des formes les plus durables du pouvoir, non pas celle qui s'impose par la force ou par la parole, mais celle qui découle d'une position intérieure claire. Celui qui n'est plus gouverné par la provocation n'a plus besoin de contrôler l'autre. Il se contrôle lui-même. Et cette maîtrise suffit souvent à redéfinir toute la dynamique. Les attaques perdent leur cible, les tests tombent à plat, les tentatives de déstabilisation s'épuisent. Il se produit alors un renversement subtil. Ceux qui méprisaient ajustent leur comportement. Certains deviennent plus prudents, d'autres plus silencieux. D'autres encore cherchent à se rapprocher, comme pour réparer une tension qui ne trouve plus de prise. Non parce que tu as gagné un affrontement, mais parce que le terrain a changé. Tu n'es plus là où ils pensaient te trouver. Et cette absence de localisation est profondément déstabilisante pour l'ego. Ce qui est frappant, c'est que ce changement ne demande aucun effort supplémentaire. Il ne repose pas sur une vigilance constante. Il repose sur un relâchement de l'urgence de répondre, de l'urgence d'exister dans le regard de l'autre. Lorsque cette urgence disparaît, l'espace intérieur s'élargit. Tu observes plus, tu parles moins, tu choisis davantage. Et cette sélection naturelle de tes réactions crée une cohérence rare. Et tout ce qui est rare est perçu comme précieux. Machiavel comprenait que le pouvoir véritable n'est jamais bruyant. Il est discret, presque ennuyeux pour ceux qui cherchent le conflit. Il ne se nourrit pas de tension, mais de constance. Cette constance devient une signature. Les autres savent à quoi s'attendre. Ils savent surtout qu'ils ne peuvent pas te provoquer facilement. Et cette simple connaissance modifie leur comportement, avant même toute interaction. À ce stade, il est important de ne pas transformer cette compréhension en méthode rigide. Il ne s'agit pas de se taire systématiquement, ni de refuser toute interaction. Il s'agit de ne plus réagir par réflexe, de laisser un espace entre le stimulus et la réponse. Dans cet espace, quelque chose se réorganise. Tu ne réponds plus pour te protéger. Tu réponds, parfois, parce que tu choisis de le faire. Et cette différence change tout. Le mépris, vu depuis cette posture, perd sa charge émotionnelle. Il devient une information, une indication sur l'état intérieur de l'autre, sur son besoin de se situer, sur sa fragilité. Et une information n'a pas besoin d'être combattue. Elle peut être simplement observée. Cette observation crée une distance saine, une distance qui protège sans fermer, qui stabilise sans isoler. Machiavel n'aurait jamais formulé cela comme un conseil direct. Il aurait simplement noté que ceux qui survivent au jeu de pouvoir sont rarement ceux qui réagissent le plus vite.
Ce sont ceux qui laissent le temps agir, ceux qui acceptent de ne pas conclure immédiatement, ceux qui tolèrent l'ambiguïté sans chercher à la dissiper. Cette tolérance est une force silencieuse, une force que peu développent mais que tous reconnaissent. Il n'y a donc rien à appliquer après avoir compris cela, rien à répéter, rien à mémoriser. Il n'y a qu'un déplacement à remarquer. La prochaine fois que quelqu'un te méprisera, la prochaine fois qu'une remarque cherchera à te provoquer, observe simplement ce qui se passe en toi. Observe l'impulsion de répondre, de corriger, de te défendre. Et regarde ce qui change si tu ne suis pas immédiatement cette impulsion. Tu verras que le monde ne s'effondre pas, que le respect ne disparaît pas comme tu le craignais. Au contraire, le rythme ralentit. Les mots deviennent plus rares, plus lourds. L'autre hésite, ajuste, parfois recule. Et dans cet espace, sans que tu n'aies rien fait de visible, une autre forme d'autorité commence à s'installer. Une autorité sans discours, sans justification, sans mise en scène. Quand tu comprends que le mépris a besoin de ta réaction pour exister, tu n'as plus besoin de le combattre. Tu le laisses se dissoudre. Et dans ce retrait, quelque chose de plus stable apparaît. Une présence qui ne cherche pas à s'imposer, mais qui n'a plus besoin de se défendre. Une présence que l'on ressent avant même de la comprendre. C'est là que le jeu s'arrête. Merci pour ton attention. Si cette vidéo t'a parlé, écris quelques mots en commentaire. Et si ce format te convient, tu peux t'abonner. À la prochaine.